Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et sur ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations naturelles, des interviews et des sujets passionnants. Avant de commencer, la conversation que tu vas entendre avec Paul est en français à vitesse réelle et sans explication, avec des mots d'argot, etc. C'est normal. L'objectif, c'est que tu t'habitues au français authentique, au français qu'on parle dans la vraie vie. Alors pour t'aider, je t'ai préparé un PDF gratuit avec la transcription complète, le vocabulaire important et même les recommandations culturelles de Paul pour progresser en français. Clique sur le lien dans la description pour le télécharger gratuitement. Tu peux entrer ton email et tu le recevras dans ta boîte mail directement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver tous mes cours de français en ligne sur mon site frenchmornings.com. Ils sont adaptés à chaque niveau et conçus pour t'aider à parler français avec confiance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir l'humoriste franco-britannique Paul Taylor. Il a écrit plusieurs spectacles bilingues en français et en anglais et on a donc discuté des différences culturelles qui font rire et du défi de faire rire en plusieurs langues. Et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Paul. Hello. Merci beaucoup d'être ici. Ça fait plaisir. Oui. Comment ça va déjà ? Très bien. J'ai un peu chaud parce que j'ai pris le vélo depuis Montreuil qui est côté est parisien. Ouais. Et donc, il fait chaud. C'est le dernier jour. T'as traversé Paris sous le soleil ? C'est ça. Donc, c'est le dernier jour de beau temps avant une semaine où il va faire horrible. Mais c'est Paris. Moi, je te connais. Enfin, j'allais dire je te connais bien, mais non, mais je te suis depuis longtemps sur les réseaux. Mais c'est possible que les gens qui écoutent ce podcast ne sachent pas qui tu es. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Paul. Nom de famille, c'est Taylor. Taylor. Taylor à la française. La ouais, c'est ça. Ou Taylor. Comme je suis anglais. Anglais, irlandais. Ma mère, elle est irlandaise. Mon père, il est anglais. J'ai grandi une grosse partie en Angleterre, une partie en France, d'où le fait que j'ai pas trop d'accent quand je parle français. Voire zéro. Ça dépend des mots. Ah ouais. Genre tout à l'heure on parlait et j'ai dit Instagram, j'ai dit Insta et toi t'as dit Insta, oui, parce que vrai. c'est la version, parce que en anglais c'est Instagram, donc je fais Insta, j'essaye de franciser le mot anglais et puis des fois je manque de prononciation et c'est là où les gens ils se disent mais tu viens pas d'ici toi. Mais là ça fait depuis 2009 que je suis en France, donc on est 16 ans. Que je suis arrivé en France à âge adulte. C'était juste après mes études à l'université de Londres, où j'ai fait du français et l'espagnol. Et mon métier là, c'est humoriste. Donc je monte sur scène et je fais des blagues en anglais, en français. Évidemment, maintenant avec tous les réseaux sociaux, je suis obligé de faire ça sur les réseaux sociaux aussi. Donc on peut retrouver ton spectacle ou des extraits de ton spectacle en tout cas sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai les trois premiers spectacles que j'ai faits au complet sur YouTube. Et les extraits sont sur les autres réseaux comme Insta. TikTok, etc. Du coup, la particularité vraiment de tes spectacles, en tout cas les premiers, c'est pas le cas du dernier, mais c'est qu'ils sont bilingues en fait. Comment ça t'est venu déjà de cette idée de te dire ok, c'est possible de créer un spectacle en deux langues ? En fait, c'était à la base quand je commençais à faire de l'humour en 2013. En France, le système, t'es obligé très vite de faire 1 heure de spectacle et ensuite tourner ce spectacle un peu partout en France pour gagner ta vie. Tu peux pas, comme en Angleterre ou aux États-Unis, gagner de l'argent en faisant 15-20 minutes dans des comedy clubs où dans les comedy clubs, il y a plusieurs humoristes qui sont sur scène là, les uns après les autres pour un passage de 20 minutes. Et en Angleterre, comme il y a des comedy clubs un peu partout dans le pays, tu peux facilement faire 3 soirs, genre un jeudi, vendredi, samedi à Manchester et le week-end d'après faire Newcastle, le week-end d'après Londres et changer de ville tous les week-ends et gagner sa vie. Donc tu peux vraiment peaufiner un 20 minutes qui devient très très bon. Et en France, comme à l'époque il n'y avait pas de comedy club pour faire des tournées de 15-20 minutes, tu étais obligé de tourner avec 1 heure. Donc j'étais obligé de créer un spectacle d'1 heure. Enfin, obligé, dans le sens où j'avais quitté mon ancien boulot qui donc c'était payait. cette voie-là ou rien. C'est ça, ouais. Donc j'avais
Ça faisait 3 ans que je montais sur scène en France, mais aussi aux États-Unis, parce que je voyageais pas mal aux États-Unis avec mon ancien boulot, où j'avais des blagues en anglais, des blagues en français, des blagues dans les deux, dans le sens où des fois c'était un jeu de mots, où tu avais besoin de comprendre les deux langues pour que la blague elle fonctionne. Et je me suis dit, j'ai un pote qui s'appelle Sébastien Marx, qui est humoriste aussi, il est américain. Et lui, à l'époque, il faisait un spectacle en anglais et un spectacle en français, donc il faisait 2 spectacles. C'était plus ou moins le même spectacle, à 80-85%. Et je me suis dit, soit je suis un peu le chemin que lui, il a créé, ou j'essaye un truc où je fais des blagues, parce que je me dis, il y a quand même des bonnes blagues dans les deux langues. Je pense notamment à une blague que je faisais dans mon premier spectacle, où quand j'ai quitté mon job chez Apple à l'époque, en France, comme il y a ce système social de chômage, qui s'appelle maintenant, je crois que c'est France Travail, le truc officiel, qui était Pôle emploi avant, qui était les ACDIC avant Pôle emploi. Donc à quel point cette blague elle est datée, c'est que quand j'ai démissionné de mon poste, j'avais des potes qui me disaient mais t'es con, t'aurais dû essayer d'avoir une rupture conventionnelle pour toucher les acédiques. Et ça c'était un peu la blague jeu de mots en anglais où to touch the ass and dick, ça fait bizarre. Mais cette blague elle fonctionne que si tu comprends l'anglais, si tu comprends le français, elle peut pas exister qu'en anglais, elle peut pas. Donc il y avait certaines blagues et certaines histoires comme ça où je me suis dit je vais peut-être tenter de faire ce truc bilingue, et une partie des gens me disaient c'est une mauvaise idée parce qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent anglais en France. Donc ça va, en fait déjà tu scindes le public parce que il faut qu'ils comprennent les deux langues, et en France on est nul en langue, et donc ça va pas marcher. Et une autre partie des gens qui disaient c'est peut-être tellement unique comme concept que ça va attirer des gens, et en vrai aussi j'avais pas assez de matériel en 1 heure en anglais ou 1 heure en français. C'était vraiment un peu les deux. J'avais à peu près une demi-heure dans les deux langues. Donc je me suis dit, par fainéantisme aussi, allez vas-y, je vais faire 1 heure, les deux confondus. Et c'est là d'où est venu. Et ça a marché. Ouais, c'était une longue réponse à comment j'ai eu l'idée, mais ouais. Voilà, c'était ça. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que justement, moi, je pense que j'aurais pu faire partie des gens qui auraient dit mais les Français, ils vont pas comprendre la partie en anglais, et j'imagine que les anglophones, ils vont pas comprendre la partie en français. Du coup, c'est qui un peu ton public Pour les spectacles bilingues, c'était à 80% des Français qui comprennent un peu l'anglais. Parce qu'aussi, mon anglais, il est accessible sur scène. Je suis pas en train de parler comme dans un film de Guy Ritchie, ou Guy Ritchie, comme vous dites, où c'est très, très... avec un accent très fort, avec des expressions. Je fais exprès de parler... De simplifier un peu la langue pour que ce soit Puis accessible. aussi, les Français, vous êtes trop auto-dénigrant. Je sais pas si ça se dit en français, ce mot-là. Dans le sens où vous vous dites on est nul en anglais, mais en vrai, ça va. En vrai, vous comprenez, c'est le parler qui est plus compliqué, mais comme dans tout apprentissage de langue, c'est l'anglais ou le français, c'est plus simple à écouter et comprendre que parler, au final, parce qu'on a besoin de quelqu'un pour parler avec. Écoutez, on peut juste écouter et puis s'améliorer avec les sous-titres, des trucs comme ça. Il ne faut pas rester dans un apprentissage passif, il faut être actif et prendre la parole aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est difficile. Donc le public, c'est 80% des Français qui comprennent un peu l'anglais. Et après, le 20%, c'était des expats de plein de pays différents qui habitent en France, qui comprennent le français aussi, mais ils comprennent l'anglais parce que soit c'est un Mexicain qui travaille pour une banque américaine, mais basée en France, donc du coup, il comprend le français, mais aussi il comprend l'anglais. Donc c'était un peu ça. Et même ça, c'était en France, quand je jouais les spectacles en France. Et quand je partais en tournée dans les pays anglophones, c'était encore une fois 80% de Français qui, là-bas, parlent bien l'anglais. Et les 20%, c'était leurs copains, copines, femmes, enfants, australiennes ou canadiennes ou anglais, mais que eux, ils avaient quelques notions en français. Ok, d'accord. Donc ton public, tu dirais que c'est... Enfin, pour ces spectacles-là, en tout cas, c'était principalement des Français. C'était quasiment une grosse majorité de Français. Ouais. Et du coup, est-ce que quand tu écris, tu te dis, ok, il faut que je fasse des blagues qui vont faire rire les Français, mais pas forcément les anglophones? Pour mon deuxième spectacle, quand je racontais le fait que j'ai eu un enfant et puis que c'était un peu l'enfer parce qu'elle râlait, j'imitais qu'elle râle, elle râle, et à la fin, ma phrase, c'était « Ouais, mais ça, c'était juste ma femme. » Tu vois. Et en anglais, je disais la même chose, je faisais le truc « Anna was just my wife ». Et
et ça rentrait pas, mais dès que je le disais en français, ça rigolait. Mais donc, du coup, c'était souvent des trucs comme ça. Et donc, après, je testais, je la faisais parce que je me disais, je vais la tenter. Et puis, des fois, elle marchait pas du tout. Je m'intéresse au milieu du stand-up, mais bon, je suis incapable d'écrire un spectacle, par exemple. Mais dans la façon d'écrire, etc., est-ce que c'est différent, justement, dans les deux langues, pour une question de rythme, pour une question de... Comme tu dis, là, il y a des fois où ça va marcher en français, ça marchera pas en anglais. Est-ce que c'est lié à la langue ? Moi, je suis un très mauvais exemple d'écriture parce que j'écris pas, dans le sens où je re-raconte des trucs qui... C'est comme si j'étais un pote dans un bar et je dis, tu sais, hier, il y a un truc qui m'est arrivé, puis c'est une exagération de la vraie vie. Genre aujourd'hui, j'étais en train de monter un extrait de mon dernier spectacle que j'ai filmé l'année dernière. Et je me suis rendu compte que typiquement, c'est une blague qui fonctionne que en français. Elle peut pas marcher en anglais. Et en plus, quand j'étais là à faire les sous-titres, j'arrivais pas à trouver comment l'expliquer en anglais. La blague, c'était par rapport au circonflexe et le fait que ça peut changer le sens d'une phrase si tu l'ajoutes ou tu l'ajoutes pas. Moi, quand j'avais appris le français linguistique à l'université, c'était là où il y avait un S avant. Oui, c'est ça, dans les mots dans les deux langues. C'est ça, forest... c'était forêt. Oui, être, c'est comme le verbe... un S qui a disparu, qui est remplacé par un accent. Ouais, mais à l'université, on n'avait jamais expliqué comment ça peut changer le sens. Et donc, je faisais une blague que le mot jeune, avec ou sans accent, ah oui, c'est vrai. Ça veut pas dire la même chose. Ouais. Et donc, je faisais une blague à la toute fin, c'est genre, ouais, pendant que je suis en tournée, ma femme, elle se fait un jeûne intermittent. Et donc ça fonctionne en français parce qu'il y a l'ambiguïté. Est-ce que c'était un jeûne intermittent genre derrière la caméra on a un jeûne intermittent ou est-ce que c'était où tu manges pas pendant une partie de la journée. Donc si tu as l'accent circonflexe, ça c'est important. Mais ça, essayer d'expliquer ça en sous-titres en anglais. Tout à l'heure, donc j'ai réussi à trouver un où j'ai dit elle se fait un jeûne intermittent. Dans les sous-titres, j'ai mis jeûne / jeûne, les deux mots écrits, même si je le dis pas deux fois. Et après, entre parenthèses, en anglais, j'ai dit intermittent fast / young temper worker. Donc c'était beaucoup trop compliqué. Là, il faut un petit niveau quand même pour pouvoir comprendre déjà le mot intermittent et qu'est-ce que c'est. C'est ça, parce que le mot intermittent au Québec, intermittent de spectacle, ça n'existe pas au Québec. Je crois qu'en Belgique, ils comprennent le concept et en Suisse aussi, parce qu'ils ont tellement imprégné de la culture franco-française. Mais au Québec, ça n'existe pas le système d'intermittence, donc je ne sais pas si la blague fonctionnerait aussi bien là-bas. Tu verras ce qu'ils disent dans les commentaires. Ouais. Donc, après, ça, c'est un exemple très, très précis d'une blague qui ne fonctionnerait pas et que je me dis, elle peut que fonctionner dans une langue en vrai. Mais souvent, la majorité du spectacle, c'est des anecdotes. Hier, ma femme, il y a un truc qui s'est passé, ou hier, ma fille, ou l'autre jour, j'ai rencontré telle personne. Et après, en général, c'est des histoires qui fonctionnent autour d'une table. Oui, d'accord. Donc, c'est plus par rapport à l'histoire que par rapport à... Ouais. Ok. Souvent, si c'est une histoire liée à ma vie en France ou quelque chose qui m'est arrivé en France, c'est plus facile de la raconter en français, juste parce que j'ai eu l'habitude de la re-raconter en français. Et inversement, si c'est une histoire avec ma mère, c'est plus facile de raconter un truc qui m'est arrivé avec ma mère ou un truc qu'elle a dit. Ça marche mieux en anglais parce que du coup forcément la langue dans laquelle se passe l'histoire c'est l'anglais. Et du coup c'est le cas là pour ton nouveau spectacle qui est à 100% en anglais cette fois-ci. Est-ce que tu penses différemment du coup ou tu te dis cette fois c'est pas forcément des Français que j'ai envie de faire rire et du coup je raconte les choses différemment ou... C'est sûr que je pense différemment dans le... déjà sur scène, je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. Ouais, en français, je suis pas mal à l'aise, mais souvent, en fait, comme j'écris pas les spectacles mot pour mot, en français, j'ai une tendance de trébucher sur mes propres mots parce que comme je dis pas forcément la même chose tous les soirs. Si je raconte une histoire à la fois où j'ai rencontré telle personne, les mots ils vont changer. Oui, c'est jamais mot à mot. C'est pas un texte que tu as appris exact. En fait. Ouais. Donc j'ai plus de mal entre guillemets à fabriquer des phrases improvisées. C'est pas improvisé, mais de créer ces phrases-là en français qu'en anglais où ça vient plus naturellement entre guillemets. Donc je suis plus à l'aise sur scène. Et après je vais comme je m'adresse entre guillemets à des gens. Enfin, l'idée c'est que je m'adresse à des gens qui me connaissent pas ou qui connaissent pas très bien la France.
en vérité, là, je suis entre 2 tournées. J'étais en Angleterre enfin, au Royaume-Uni et l'Irlande, et je pars en Australie dans quelques semaines. Et l'Angleterre, en fait, c'était la moitié du public, c'était quand même des Français. Mais cette fois, ils ont ramené tous leurs potes anglais. Donc, En il y disant, avait c'est quand bon, même... cette fois, tu peux venir voir le spectacle, Exactement. tu vas comprendre. Ouais, exactement. Donc, même si le public reste pareil, je suis quand même dans une réflexion de me dire, ok, je vais pas trop parler de ça parce que ça fonctionne pas, ou je suis plus dans l'explication. J'essaie de trouver un exemple là. Je fais un petit truc sur l'émission Question pour un champion, où j'étais une réponse dans cette émission-là. Le participant, il connaissait pas la réponse. Donc je fais une blague pour me présenter pour les pays anglophones. Je dis ça va, parce que je suis assez connu pour être une réponse dans cette émission, mais pas assez connu que le gars, il connaissait la réponse. Et du coup, le problème, c'est qu'en Angleterre, je suis obligé d'expliquer un peu c'est quoi Question pour un champion. Je peux pas juste dire Question pour un champion et enchaîner. Je suis obligé juste pendant 1 seconde pour dire en fait c'est une émission de télé comme qui veut gagner des millions, mais il faut juste rajouter du contexte en plus des fois. Mais du coup c'est bien parce que même si on va pas forcément te voir pour apprendre le français, du coup cette fois t'apprends beaucoup de choses sur la France dans ton spectacle. C'est ça, les Anglais ils savent c'est qui Philippe Catherine maintenant. Ah bah super. Je parle de lui des cérémonies des JO parce que ma mère elle comprenait pas pourquoi. Il y avait un mec à poil peint en bleu qui dansait et personne disait. Ça a perturbé le monde entier. Hein, c'est ça. Et ma mère, elle comprenait parce que les commentateurs à la BBC, ils n'étaient pas au courant qui c'était parce que comme tout était secret, la France a dit rien. Ouais. Ils ont juste dit il y aura une cérémonie sur le fleuve, mais il n'y aura pas d'autres infos parce qu'il y a beaucoup de surprises. Alors il y a eu beaucoup de surprises pour les Français et pour le reste du monde, on était là. C'est qui ? Pardon. Donc. Je m'amuse à un peu, avec ce spectacle-là, à donner de la culture française. Oui. Et du coup, les Français qui sont à l'étranger, limite, ils s'identifient encore plus parce qu'eux, ils étaient assis à côté de leurs copains anglais quand ils ont vu les JO et ils ont dû expliquer. Donc là, ils sont là, t'as vu Donc, je t'avais dit Donc, qu'il était connu. Ouais. Du coup, tu disais que tu étais plus à l'aise en anglais qu'en français. Au quotidien aussi, tu trouves que tu as peut-être une personnalité différente en français et en anglais ? J'ai pas l'impression. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent quand on apprend une langue. Les gens qui sont en train d'apprendre une langue qui disent je suis pas la même personne. Qui se sentent un peu différents. Ouais, après je crois que j'ai beaucoup de chance que comme je maîtrise bien la langue, je me sens pas différent. Pour moi, je suis la même personne dans les 2 langues. En fait, il y a plein de gens, forcément, parce que comme ils ont pas le mot ou les expressions, ils savent pas s'exprimer comme ils veulent dans la langue dans laquelle ils sont en train de parler, ils se disent je parais plus stupide dans la langue. Oui, ce qui est une étape normale, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça se trouve que les gens, ils ont une perception de moi différente. Les Français pensent que je suis... Ils ont leur idée de qui je suis. Et les Anglais, ils ont une idée de qui je suis, genre mes amis en Angleterre et tout ça. Et c'est peut-être pas la même image. Mais moi, je suis pas au courant parce que c'est eux dans leur tête. Donc, c'est vrai, il y a ça aussi. On associe quelques clichés à une langue. Et du coup, quand quelqu'un la parle, on se dit peut-être que... Voilà, en français, il est plus sérieux qu'en anglais, ou j'en sais rien, tu vois. Mais il y a des choses comme ça qu'on... Ouais, où il y a plus d'argot, où je vais peut-être utiliser plus d'argot en anglais qu'en français. Je sais qu'il y avait un moment où, comme ma femme, elle a été élevée par sa grand-mère, du coup, des fois, elle a des mots ou des expressions très vieilles par rapport à son âge. Vieillotte, ouais. Et donc, moi, forcément, j'ai pris ces expressions-là. Et je me souviens, à un moment donné, je crois que c'était quand je commençais l'humour et il y avait genre un comedy club à Paris qui était le Paname et donc tout le monde y allait mais il y avait beaucoup d'humoristes d'origine maghrébine et je crois qu'un soir j'ai sorti le mot andouille et je me suis fait lyncher dans les loges. Tu sais, ils se sont tous retournés en mode mais t'es qui toi ? Forcément ça a déclenché quelque chose. Ouais. Alors on sait que t'es anglais Paul mais putain tu sais, et donc du coup des fois je me retrouve à avoir un vocabulaire un peu de jeunes de banlieue de temps en temps. En plus on habite à Montreuil donc ma fille maintenant elle nous sort des wesh et des wallah donc c'est drôle et en même temps j'avais quelques
quelques bouts de vocabulaire vieillotte de la grand-mère de ma femme, parce que ça s'est transmis. C'est la richesse. Ouais, donc les gens, en fait, c'est langue. encore plus perdu, parce que déjà, je suis anglais et je parle bien français pour un anglais, et de deux, je connais le mot andouille, mais après, je vais commencer une phrase par wesh, et donc ils savent plus où me mettre. Et andouille, tu l'avais utilisé en disant ah, mais celui-là, c'est vraiment une andouille ou un truc c'est comme ça. ça. C'était, je sais pas, je me rappelle plus du contexte, honnêtement, mais ça a dû être un truc où on regardait, parce que les loges, c'était juste derrière le rideau de là où il y a la scène, c'est une petite cave, c'est un peu comme le rideau ici, et donc des fois on entendait ce qui se passe, et je crois que c'était lié à quelqu'un qui était sur scène, un collègue qui était sur scène, qui a dû dire un truc en parlant à quelqu'un dans le public, et j'ai dû faire la réflexion genre à quelle andouille. Mais c'est comme si tu changes d'école des fois et t'es dans une autre région du pays, ou t'es dans un autre pays et tu utilises un mot qui est un peu ringard. Et ouais, moi, ça m'est arrivé parce qu'en fait, je suis originaire du Nord et quand j'avais 10 ans, on a déménagé dans le Sud. Ouais. Et donc là, le vocabulaire, déjà, je devais l'apprendre parce qu'il y avait beaucoup d'expressions du Sud. Mais je me souviens que moi, je disais poêle parce que dans le Nord, on dit poêle. Ah, et c'est pour là où tu... Oui, là où tu fais les crêpes. Ouais. Et dans le Sud, on dit poêle. Et quand je leur ai sorti poêle, vraiment, ça m'a suivi pendant des années, quoi. Et ça aussi, c'est un mot avec un circonflexe, donc à mon avis la prononciation correcte entre guillemets, ça doit être poêle, je sais pas. Moi, ça me paraît logique. Après, il y a des c'est un mot un peu illogique du français aussi, poêle. Ouais, c'est comme les Québécois qui mettent quand il y a un A circonflexe. Ou un A grave, vraiment ils insistent sur qu'on fait plus trop non, en France, au lieu de dire pâte, ils disent les pâtes. Ah, pâte. Ah, ils t'aiment ça, les pâtes. Et ce A ouvert, on l'a perdu. Ouais. Donc peut-être à un moment donné, le E, c'était un E ouvert qui est resté dans le Nord et puis que le reste de... Ouais. Et du coup, tu parlais de ta fille. Ouais. Vous avez... Enfin, j'imagine qu'elle va parler anglais et français en grandissant. Vous avez une organisation un peu pour lui apprendre les deux langues ? Pas officiellement. Mais moi, je lui parle que en anglais et ma femme lui parle que en français. En fait, et c'est ça l'organisation qui est bien, mais pas assez bien en vrai pour qu'elle apprenne l'anglais parce que tout est français, l'école est français, la vie elle est en français, ses amis c'est en français, maman c'est en français. Et comme moi je suis beaucoup en tournée, en fait, comme je suis pas entre guillemets le parent principal parce que je suis moins là. Elle comprend l'anglais, ça va, et elle le parle quand elle est obligée. Quand ma mère, elle vient nous visiter, ma mère, elle parle pas français, donc elle est obligée de parler anglais avec elle. Donc elle s'en sort, mais je crois qu'il y a, à mon avis, là, elle a presque 6 ans, je crois qu'il y a un écart de 2 ans et demi entre son français et son anglais. Je crois qu'elle parle anglais, alors je ne saurais pas parce que j'ai pas d'enfant anglais de 4 ans pour pouvoir comparer, mais à mon avis, elle parle peut-être comme une enfant de 3 ans ou 4 ans en anglais. Par rapport au vocabulaire, qu'il y a des mots qu'elle va connaître en français mais pas en anglais. C'est ça. Vocabulaire et puis la structure des phrases. Donc moi je lui parle en anglais et puis quasiment tous les dessins animés ou tout ce qu'elle regarde à la télé c'est en anglais si c'est d'origine anglaise, genre tous les films Disney c'est en anglais et les dessins animés, à part si c'est des dessins animés genre français comme les Sisters, c'est sa grande elle est grande fan d'une émission. Je connais pas les Sisters. Ce qui serait hyper intéressant, c'est que tu fasses un truc sur les Sisters parce que elles font exprès de mal parler dans cette émission et ça nous énerve avec ma femme. Tu vois, il y a la toute petite, au lieu de dire adolescent, elle va dire adolescent. Ah, ok. Et ma fille, elle fait je crois que tous les enfants français font ces trucs de liaison. Ils ont du mal avec les liaisons, dans le sens où, comme on dit, un adolescent, elle pense que c'est un, plus loin, un adolescent. Et donc, et elle fait ça avec plein de mots différents. Et il faut qu'on explique. Non, en fait, c'est comme il y a une liaison entre un et la voyelle du mot d'après, c'est un adolescent, mais le mot, c'est adolescent. Et bref, dans ce dessin animé, elle fait des fautes comme le verbe maquillager. Au lieu de se maquiller, elle va dire ma soeur c'est maquillager.
Et nous, ça nous énerve parce que du coup, ça... Bah oui, parce que moi je pensais justement que les dessins animés étaient faits un peu aussi pour apprendre à parler aux enfants, mais Bah, du pas coup celui-là, si... parce que c'est un dessin animé français, et donc les créateurs, ils ont décidé, tiens, on va vraiment énerver les parents Ah bah ouais. en mettant des mauvais mots français, mais qui sonnent comme des vrais mots. C'est intéressant en apprentissage de langue de voir ce truc-là, et pourquoi, je sais pas pourquoi, il y a peut-être un article, j'ai pas été plus loin de ça, mais il y a peut-être une raison qu'ils ont décidé de faire ça, justement pour que les parents regardent et disent en fait elle l'a mal dit, et puis pour corriger en permanence. peut-être, ouais, je sais pas. Donc ouais, il y a 2-3 dessins animés qu'elle regarde en français, mais le reste c'est en anglais. Du coup, j'imagine que même si, bon là tu dis qu'elle parle mieux français qu'anglais, quand elle va arriver au collège, au lycée, où elle devra choisir les langues qu'elle va étudier, bah, elle n'aura pas besoin finalement d'apprendre l'anglais à l'école. Non, c'est ça. Donc on sait pas exactement comment. On aimerait bien peut-être pour l'école secondaire, peut-être la mettre dans une école bilingue ou internationale ou un truc comme ça, parce que si elle fait une école normale française publique, elle va se faire chier dans les cours d'anglais. Et puis surtout, à mon avis, elle va corriger la prof. En plus. Parce qu'elle va probablement parler mieux anglais que les profs, vu que les profs d'anglais en France sont réputés pour pas être anglophones. Sont déjà français de base. Et puis... c'est ça. Moi, je me souviens, j'étais un peu comme ça quand j'ai passé quelques années en France quand j'étais petit. Quand je suis rentré en Angleterre et j'étais dans une école normale à faire les cours de français, je me souviens de corriger. J'étais un de ces élèves chiants qui se la racontait quand j'étais petit. Vous avez oublié le S, ouais, madame. Et je crois que c'était plus sur la prononciation parce que c'est une vraie anglaise qui prononçait le français comme ça. Bonjour les enfants, bienvenue dans le cours de français. Et je crois que je la corrigeais et je crois que ça devrait la frustrer. Mais un point pas possible. Je pense qu'elle aurait préféré que tu sois pas dans son cours. Ouais, je crois aussi, ouais. Donc ouais, on verra ce qu'elle devient. On sait pas, on n'est pas trop stressé pour l'instant. Mais ouais, ça va être, forcément, ça va évoluer. Pour terminer, je pose toujours les deux mêmes questions. La première, c'est est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en français ? Bah, une qui me faisait rire, et j'en avais parlé sur scène, c'est l'expression quand t'es énervé, quand tu dis ça me fait chier. Même si c'est vulgaire, mais je trouvais ça drôle qu'en France, on peut être énervé à un point où t'es obligé d'aller aux toilettes parce que la personne t'a tellement énervé que t'es obligé de déféquer. Juste dans l'image, je trouvais ça très drôle. Et surtout, des fois, c'est quand t'es pas forcément très très énervé que tu ouais, dis... c'est ça. En plus, c'est ça. Tu dis, ça me fait chier. Ouais. Et ça va, c'est pas si grave que ça. T'as pas littéralement besoin d'aller aux toilettes. Non. Mais je trouvais ça drôle parce qu'en anglais, la traduction, elle fonctionne pas. Genre, it makes me shit. Tu peux pas être autant énervé en français, en anglais que t'as besoin d'aller aux toilettes. Donc, je trouvais ça. Et en plus, ce mot. Ça revient dans plein d'expressions, genre c'était nul à chier. Vraiment beaucoup, ouais. Ouais. On l'utilise tellement que c'est même plus vulgaire en fait. C'est ça, ouais. Il a un peu perdu de son poids. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de déclinaisons de ce truc-là. Donc j'ai trouvé ça drôle. Mais après, c'est pas forcément. C'est ça ton préféré. Mon mot préféré, c'est andouille. Voilà. Est-ce que tu as une recommandation culturelle pour les élèves les auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de progresser en français, une série, un livre, un film? Un de mes films préférés, en général, j'ai comme les films français, c'est un peu ce truc de culture, ce qu'on disait avec les blagues. Des fois, j'ai du mal à comprendre les films français où il y a un truc qui manque dans ma tête culturellement pour apprécier. Mais un que j'avais adoré, c'était Intouchable. Je trouve qu'on apprend, la langue, deux façons de parler, parce qu'il y a Omar Sy et... François Cluzet, c'est ça. Ouais. Donc, qui viennent de deux milieux complètement différents. Donc, il y a deux Français totalement différents dans le même film. Et aussi, tu apprends culturellement ce que c'est, en fait. C'est la France avec ces deux cultures différentes. Donc, j'aime beaucoup ce film-là. Et en série, 10%, qui est très sympa. Qui est top. En anglais, je ne me rappelle plus comment sur mon Netflix ça s'appelle. Call My Agent. Exactly. Pas facile, 10%, je pense. Ouais, je crois que c'est plus... Il faut avoir un petit niveau quand même, mais c'est vraiment bien. C'est vrai. Il y a Lupin aussi, qui était une série Netflix. Enfin, en vrai, tout ce qui est sur
sur Netflix, Amazon. Oui, moi, Netflix, ce que je trouve vraiment bien, c'est que tu as le choix des langues avec les sous-titres C'est ça. toujours dispo. Et sur d'autres plateformes, c'est pas toujours aussi optimisé. Ouais, sur Netflix, Ouais. c'est bien. Il y a pas mal d'humoristes aussi qui sont, enfin, humoristes Oui, français qui sont sur ouais. Netflix. Donc ça, c'est bien pour essayer de comprendre des blagues, si on arrive à comprendre Ouais, c'est vrai. Peut-être la série dans l'humour aussi sur Amazon, c'est LOL. Ouais. Comme je l'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il y a plein de blagues enfin, ils essayent de se faire rire. Et donc, à mon avis, c'est. Ah oui, LOL qui ressort. Ouais, c'est ça. Dès Oui, qu'on rigole, on perd le jeu. ouais. Et donc, je crois qu'à mon avis, il y a pas mal de tentatives de blagues ou des trucs comme ça pour essayer de comprendre. Il y avait une série Netflix aussi sur le stand-up, justement. Je me souviens Ouais. plus du nom, mais... Drôle, je crois que ça s'appelait. Ah oui, Non, si, c'est ça. c'est ça. Je l'ai pas regardé. J'avais beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai. Je sais pas, J'avais l'impression d'être au boulot si tu la regardais. Oui, mais aussi, je crois que forcément, comme c'est théâtralisé, c'est pas le mot, mais genre Oui. Hollywood, c'est fait pour la télé, donc c'est forcément pas. Je crois que je m'énerverais plus En qu'autre chose. disant non, mais En ça disant, se passe c'est pas vraiment comme c'est ça. pas comme ça. et- ouais, Comme les gens, comme les Parisiens qui sont énervés contre l'émission Emily in Paris. évidemment. Parce qu'ils disent, mais oui, avec son appart de 400 mètres en plein cœur de Paris, bien sûr. Oui. Et tous les stéréotypes et les clichés qu'on a déjà entendus 50 milliards de fois. Donc ouais, je crois que je m'énerverais sur Drôle, comme les Parisiens s'énervent contre Emily in Oui. Paris. Mais en général, ouais, tout. Et même, je dirais, en fait, trouve ton film préféré ou ta série préférée anglophone, enfin si t'es anglophone Oui, et t'apprends oui, le oui. français, mais si t'es hispanophone, trouve ta série préférée sur Netflix et mets les sous-titres français Oui. par-dessus un truc dans ta propre langue, parce qu'aussi ça t'aide à trouver les traductions et la façon, comme tu as l'habitude de parler par exemple en anglais, et c'est comme ça qu'on Mhm. dirait cette phrase en français, Oui. qui Ouais. peut être bien aussi. Je mets toujours les films et les séries en VO, ça, il n'y a pas de discussion. Mais tout ce qui est télé-réalité, parfois j'aime bien aussi. Et je le mets en espagnol, par exemple. Ah Donc, ouais. tu vois, il y avait un concours de maquillage ou même des émissions un peu style Masterchef, enfin de cuisine et tout ça. Ouais. Je me dis, bon, bah, je mets en espagnol avec les sous-titres espagnols, parce que de toute Ouais. façon, il n'y a pas de jeu d'acteur. Donc, Oui, j'ai pas besoin ouais. d'en apprécier la qualité, Ouais. quoi. Donc, ça devient un exercice un peu linguistique. Ouais, du moment où tu prends du plaisir à regarder ce que tu es en train. Parce que je me souviens, quand je faisais, à l'époque, quand je faisais des cours de français, on était obligé de décortiquer scène par scène Oui. Amélie. Qu'est-ce que c'était long, c'était chiant. On pouvait pas vraiment apprécier le film parce qu'on s'arrêtait toutes les 5 secondes pour décortiquer telle phrase ou un truc comme ça. Donc je crois que le mieux, c'est de trouver quelque chose que tu aimes bien, regarder, et soit mettre la bande VO. Enfin, c'est peut-être mieux de mettre les sous-titres français sur un truc qui est anglophone à la base. Mhm. Et après, trouver des trucs français qui peuvent être cool. Du moment où tu prends du plaisir Il y en a à beaucoup. regarder. Tout à fait. Et du coup, les gens peuvent aussi regarder ton spectacle s'ils veulent. Oui, ouais, j'avais oublié. Oui, j'ai On mes n'a 3 pas parlé de spectacles. YouTube, mais Ouais, les trois spectacles sont sur YouTube et il y a des sous-titres pour chacun. Donc ça, c'est aussi une option pour ouais, les gens. bah, tout à fait. Et du coup, ils peuvent se retrouver. Ta chaîne, c'est Paul Taylor. Ouais, c'est Paul Taylor Comedy avec Ok. un Y. En anglais, parce que Voilà. comme il y a à peu près 14 milliards de Paul Taylor Ah, bah, on sur mettra Terre, le lien. il y en a trop, et du coup il y en a même d'autres qui font de l'humour qui s'appelle Paul Taylor, un musicien de jazz qui s'appelle Paul Taylor. Donc souvent quand je fais un spectacle, les gens Ils tombent sur autre chose, ouais, et- sur les sites web de billetterie, des fois je suis répertorié comme le musicien de jazz. Et donc ouais, il faut mettre comedy après Paul Taylor, Ça pour être sûr de marche. tomber Bah, on sur le bon. précisera. Bah, merci beaucoup. En Merci tout à toi, cas, c'était cool. un vrai plaisir.